On commence cette édition avec les interviews de l'IA autour de la table. 3 acteurs qui vont nous parler de ce sujet de l'intelligence artificielle, chacun à sa façon. Mohamed Senadji, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en sciences cognitives, vous êtes expert en transformation digitale et vous êtes un spécialiste de l'adoption de l'IA en entreprise. Je vais vous interroger sur ce sujet qui m'a interpellé, le sujet de votre webinaire. Comment la connaissance du fonctionnement neurocognitif des êtres humains transforme l'approche de l'adoption de l'IA en entreprise? Très bien. Waouh! Bon programme. On attend votre réponse avec impatience. Avec nous également Jérôme Legris-Pagès, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de l'innovation pédagogique à l'Université de Caen Normandie, dont le Centre d'enseignement multimédia universitaire a publié un livre blanc qui aussi m'a interrogé. Enseigner avec l'IA générative à l'université. Donc ça y est, on y est. On met les pieds dans le plat et on se pose les bonnes questions. On verra ça tout de suite après l'interview de Vincent Charlet, qui est également avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fabrique de l'Industrie, qui est un think tank laboratoire d'idées consacré aux perspectives de l'industrie en France et à l'international. Et vous publiez régulièrement des analyses à caractère scientifique sur ces transformations de l'industrie. L'étude qui nous intéresse est récente, c'est sur la diffusion des technologies avancées dans l'industrie. Vous avez mené cette étude auprès de 1200 PMI et ETI en France, en Allemagne, en Italie. Donc sur l'adoption de 14 technologies que vous avez identifiées comme étant celles qui sont importantes pour l'industrie 4.0 et pour essayer aussi de comprendre ce qu'en attend l'industrie de ces technologies. Quelle place tient l'intelligence artificielle? Alors, en fait, derrière le mot intelligence artificielle, il se cache plusieurs technologies, plusieurs sous-familles qui, dans l'industrie, peuvent avoir des résonances assez différentes parce que le machine learning, typiquement, l'apprentissage automatique, commence à être une technologie presque ancienne, Oui. Comparée à l'intelligence générative. Et en fait, quand on regarde une entreprise industrielle, à ce jour, et ça change évidemment très vite, mais à ce jour, on pourrait dire en schématisant que le machine learning est déjà bien en place dans les ateliers, dans les sites de production, alors que l'IA générative, elle, produit des effets transformants, surtout sur les fonctions tertiaires, comptabilité, conseil juridique, etc. Donc pour l'instant, les différentes familles de l'IA ont des impacts un peu différenciés selon les étages de la grande maison de l'industrie. Mais elles sont là, ces technologies d'intelligence artificielle. Oui, ça progresse beaucoup. Il se pourrait même qu'il y ait une relative avance en matière de taux d'adoption au sein des entreprises françaises, enfin des PMI et ETI industrielles françaises. Encore une fois, il faut garder en tête ce décalage. C'est-à-dire que nos chiffres nous amènent à penser que l'industrie française serait peut-être en avance de phase par rapport à ses concurrents directs sur l'IA générative et plutôt en retard sur le machine learning. Donc, ce que je dis, les technologies qui s'appliquent plus directement dans les ateliers de production. Pourquoi? Parce que... on peut y voir là le reflet du fait que l'industrie, elle est globalement plus tertiarisée en France qu'en Allemagne, par exemple, ou qu'en Italie. Donc, ça peut être simplement un biais de composition. D'accord. Il faut rester prudent parce que dans ces enquêtes, les résultats qui sont parfois commentés avec beaucoup d'énergie, en disant « Ah, on est en avance, on est en retard », d'une part, les enquêtes, dans le meilleur des cas, elles présentent des résultats qui sont vrais à plus ou moins 5% de pourcentage. Des fois, ça va être plus ou moins 3 ou plus ou moins 8. Mais... Donc, il faut les voir comme des grandes tendances. Et deuxièmement, je l'ai dit, ça change beaucoup. C'est-à-dire que ce qui est important de suivre, c'est les cinétiques d'adoption. Malheureusement, les entreprises françaises, sur cette technologie, sur les autres, sont plutôt en avance, ou en tout cas pas en retard, par rapport à leurs concurrentes sur la photo d'aujourd'hui. Ça c'est étonnant ce que vous nous dites. Mais le retard peut venir. Combien de fois j'entends l'inverse, qu'on a une industrie qui est très en retard sur voilà, c'est pour ça que je le dis. L'innovation, que la 5G a du mal à être adoptée. Parce qu'on ne parle pas que d'IA quand on parle des innovations transformatrices de l'industrie. Oui. Donc moi, j'entends un discours beaucoup plus... Mais vous avez raison au sens où le taux d'adoption est relativement faible. En tout cas, il est sous la barre des 50% pour la plupart des technologies. Mais la France n'est pas spécialement en retard sur ce critère par rapport à l'industrie allemande ou l'industrie italienne. Okay. Une autre façon de le dire, c'est que on en est encore à une phase de déploiement. Donc, ces différentes technologies sont très loin d'avoir colonisé l'ensemble des secteurs d'activité. Et donc, vous pouvez avoir, je sais pas, les jumeaux numériques, par exemple, c'est une technologie qui va être plus prégnante dans l'aéronautique, typiquement. La fabrication additive, plus prégnante dans l'automobile. Et donc, en fonction de la composition sectorielle
des différentes industries. On sait que, par exemple, l'industrie automobile est évidemment beaucoup plus puissante en Allemagne qu'en France. Vous pouvez avoir aussi une empreinte technologique, un profil d'adoption de ces technos qui est encore très fortement dépendant des secteurs. Mais voilà, dans l'ensemble, à ce jour, la France n'est pas spécialement en retard, surtout si on compare secteur par secteur. Par exemple, la France n'est pas sous-robotisée, contrairement à ce qu'on dit souvent. Ce qui nous préoccupe davantage, nous les auteurs de l'étude, c'est que les perspectives d'investissement à court terme, les technologies d'ici 2030, oui, dans ces technologies, sont beaucoup plus faibles en France que chez nos deux voisins. Et donc, s'il y avait de l'avance, il est possible que la France le perde. Et s'il n'y avait pas d'avance, il est possible que la France arrive en retard. Alors, effectivement, c'est ce que j'ai vu, perspectives d'investissement qui sont moins dynamiques, mais on entend aussi donc des entreprises françaises qui n'envisagent pas de plan de transformation. Oui, ça c'est un résultat important de notre étude. Ça, c'est plus inquiétant encore, oui. De façon générale, la littérature dit que la performance, la productivité des entreprises repose en fait non pas sur la technologie toute seule, mais sur un triptyque. Technologie, compétences, organisation. Et simplement même en termes financiers ou mathématiques, vous obtenez un meilleur rendement d'un investissement dans une technologie donnée si par ailleurs vous avez aussi investi dans l'élévation des compétences de vos salariés et que vous avez réfléchi à l'optimisation de votre processus de production, la transformation. Et donc cette corrélation, elle s'observe notamment dans le fait que, on la constate empiriquement, elle s'observe dans le fait que les entreprises qui disent « Ah non, je n'ai pas mené de plan de transformation et d'ailleurs, je n'en envisage pas », sont les mêmes que celles qui disent « Non, je n'ai pas investi et je n'envisage pas ». Oui. Et malheureusement, là, il y a un tropisme français plus marqué. Je les ai appelés des entreprises réfractaires. On a une part de PMI et ETI industriels qui n'envisagent ni d'investissement dans la technologie, ni plan de transformation, qui est nettement plus élevé que chez nos voisins. Ça veut dire qu'on a un noyau dur qu'il va falloir convaincre. On a encore du travail. Ça vous fait réagir, j'imagine, Mohamed, parce que vous êtes un spécialiste de l'adoption de l'IA en entreprise. L'industrie, c'est une entreprise. Parmi d'autres, effectivement, de par mes expériences, la question de l'adoption, de par ce que je vois sur le terrain, effectivement, et les gens qui sont loin de ces sujets d'IA, considèrent l'IA comme une couche supplémentaire, comme un travail en plus à faire de ce qu'ils doivent faire. Et il y a un vrai sujet autour de l'adoption de ces technos, parce qu'elles sont extrêmement diverses, parce qu'elles arrivent à plusieurs étages. Parce qu'il faut les expliquer, ouais, aussi. Il y a une dimension explication, mais il y a aussi une appropriation ou une intégration nécessaire dans ce que font les gens au quotidien, mais que ça ne soit pas conçu, intégré comme quelque chose supplémentaire de ce qu'ils doivent faire. On continue ensemble, Mohamed, si vous voulez bien, Senadji. Donc, vous êtes le fondateur du consortium HumaShift. C'est quoi exactement HumaShift ? Avant de parler de consortium, HumaShift, c'est d'abord un modèle conceptuel d'intégration et d'adoption de l'IA. C'est un peu comme l'agilité ou le Lean dans l'industrie. Dedans, j'entends le mot human, donc ça veut dire que... c'est Human Machine Shift. Oui. Et on a sorti de la dimension IA parce que ça prend en compte un changement de société, un changement d'organisation beaucoup plus large que simplement les sujets d'IA. Et donc, c'est un modèle conceptuel d'adoption de l'IA qui s'appuie, qui est déjà à sa 3e version. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus, avec des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des gens de la tech, des gens de la formation, des RH. L'idée, c'est vraiment de ramener tout le monde autour de la table pour travailler justement sur ces sujets d'adoption. Et très rapidement, le modèle s'appuie sur 5 axes. Le premier, c'est toute la partie évolution des mentalités nécessaires vis-à-vis de l'arrivée de ces machines. On ne travaille plus avec les machines de la même façon. On a grandi avec des machines déterministes. C'est complètement une manière différente. Notre rapport à l'apprentissage et à la connaissance, et aussi la compréhension de tous les imaginaires, les fantasmes, les projections que peuvent avoir les gens vis-à-vis de l'arrivée de ces IA dans leur organisation. Ensuite, il y a toute la partie montée en compétences adaptatives. Aujourd'hui, ce qu'on constate malheureusement, c'est que on a foncé tête baissée sur le même type de formation pour tout le monde. Et l'idée dans cette montée de compétences, c'est plutôt partir des intentions des gens, de leur attention, de leur motivation, pour proposer des parcours de montée en compétences personnalisés en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, où est-ce que les gens veulent aller avec ces IA-là. Et sortir un peu de ce... Mais l'entreprise, elle est dans une autre urgence. Elle se dit, moi, je veux développer des cas d'usage, je veux que les personnes soient compétentes pour faire ceci, cela. Donc,
D'où l'intégration dans le parcours naturel. Et c'est le troisième pilier de ce modèle, c'est que aujourd'hui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour beaucoup d'entités, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément dans la tech, dans l'IA, c'est un truc en plus. C'est une cerise sur le gâteau, c'est une charge de travail supplémentaire. Comment on fait en sorte pour que ça ne soit pas simplement on ajoute l'IA, mais qu'on intègre l'IA vraiment dans le quotidien des gens, dans ce qu'ils doivent faire à très court et moyen terme. Le quatrième pilier, c'est cette relation avec la machine. Ça s'appuie sur des travaux qui ont plus d'une vingtaine d'années, qui ont été initiés par l'armée américaine, qui s'appelle Human Autonomy Teaming. Et dans ces travaux-là, c'est d'abord travailler sur les compétences. Quelles sont les compétences qu'on veut garder en tant qu'humain? Une fois qu'on les a identifiées, comment on les maintient dans le temps? Comment on s'assure que les gens sont toujours au bon niveau d'expérience? Comment on s'assure surtout de la transférabilité de ces compétences-là d'une génération à l'autre? Une fois qu'on a travaillé sur ces compétences, et les entreprises sont loin d'avoir vraiment travaillé sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on délègue à la machine? Et cette délégation, c'est pas simplement j'aime faire, j'aime pas faire, je délègue. Cette délégation, c'est comment outiller intellectuellement les collaborateurs pour comprendre l'impact de ces délégations à moyen et long terme. Si je délègue aujourd'hui, mais que ça me fait perdre la compétence, c'est qu'il y a un problème. Et le dernier point dans ce Human Autonomy Teaming, c'est comment je travaille avec cette machine-là. Et on fait la différence entre collaboration et coopération. Collaboration, on travaille homme-machine sur les mêmes objectifs. Coopération, on peut avoir des objectifs complètement différents et juste des points d'alignement. Et on a déjà commencé à concevoir, développer des outils autour de ce premier... C'était la deuxième version du modèle et on s'est rendu compte l'été dernier qu'il y avait une dimension qui manquait, notamment la dimension collective. C'est qu'on ne peut pas envisager une montée ou un changement, une évolution des mentalités sans prendre en compte les cultures existantes, les façons de travailler existantes, la mentalité existante. On ne peut pas simplement travailler sur la montée en compétences individuelles. Comment on s'assure de la complémentarité de ces compétences-là entre mon équipe, mon groupe? Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout le monde est formé sur un ou deux sujets et il y a plein de trous dans la raquette par rapport à nos process. Dans l'intégration, dans le parcours naturel, c'est comment éviter ce qu'on constate aussi aujourd'hui, l'accumulation de tâches automatisables qui fait perdre de sens, qui fait perdre de concept. Et dernier point hyper important qui fait réfléchir beaucoup au sein du groupe. J'aurais dû les noter. Non, mais parce que vous me dites que c'est 3-4 piliers, mais là, j'ai redonné déjà au moins... Il y en a 5. Évolution des mentalités, compétences, parcours, relation avec la machine. Et le 5e, c'est le collectif. Le collectif. Tout ça. Et juste le point sur le collectif dans tout ça, c'est que ces outils-là, depuis l'arrivée en 2023, nous ont beaucoup poussé vers l'hyper-individualisation, collaborateurs augmentés, techniciens augmentés, etc. Ce qu'on constate, c'est que plus on travaille sur ces sujets-là, plus on fragilise le groupe. Et du coup, l'important... Est-ce que c'est votre façon de répondre à ma question en introduction de comment les sciences neurocognitives nous aident à adopter l'IA? Ce modèle-là est basé sur les sciences cognitives, sur les facteurs humains, sur la compréhension de comment fonctionne justement l'humain dans l'appropriation de ces outils-là. Mais on voit que c'est un chemin... pas simple. Enfin, je veux dire, il suffit pas de décréter qu'on va rajouter de l'IA dans mon industrie, dans mon entreprise, pour que ça fonctionne, quoi. C'est exactement ça. Et c'est un chemin de réflexion complexe. Et je pense que ça fait écho aussi aux réflexions que vous avez, vous, dans le domaine de l'éducation. Oui, parfaitement. Quelle transformation ça engage? Ici, on a effectivement des réflexions qui sont voisines, mais pas similaires. Donc, on a des axes de similarité, mais il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles, en fait, on peut se prendre encore le luxe, parce qu'on n'a pas forcément l'urgence économique qui est présente, de poser un certain nombre de questions et de préalables. Donc, effectivement, encore dans l'enseignement... je ne sais pas s'il n'y a pas une urgence économique pour l'université aujourd'hui, alors, elle est face aux grandes écoles. Ou alors, elle est peut-être déterminée, alors c'est peut-être un autre débat, mais elle serait peut-être déterminée par autre chose que finalement l'adoption ou pas. Voilà. Ouais. En fait, donc, à l'université de Caen-Normandie, on a initié il y a maintenant 5-6 ans, donc avant novembre 2022, on a initié... Avant ChatGPT. Voilà. Okay. Globalement, on avait déjà initié des réflexions et c'était un sujet qui était déjà présent dans les sciences de l'éducation, de s'interroger sur l'émergence de ces modèles-là qui ont commencé à pointer leur nez vers 2020, et en fait de voir ce que ça pourrait amener dans les transformations globales. Et en fait, effectivement, on a pu se rendre compte à travers un état de l'art
assez élargie. Il n'y a pas, en sciences de l'éducation, un colloque depuis 3 ans où il n'y a pas un axe qui s'interroge sur les effets de l'IA. On a des études qui commencent à être relativement importantes. Et puis, chaque université, nous, c'est ce qu'on a fait, ont mené des enquêtes auprès de l'ensemble de notre communauté, donc enseignantes et étudiantes, sur voir quels étaient les impacts et les transformations. Et ce qui est intéressant de ce qu'on a pu voir et ce qu'on a essayé de mettre en avant dans le livre blanc qu'on a sorti à cette occasion, c'est qu'il y a des éléments qui modifient, qui transforment fondamentalement plusieurs choses. Donc il y a notre rapport à l'écrit, notre rapport à la lecture et à l'écriture qui est modifié pour tout le monde. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui depuis longtemps a été quand même l'un des piliers de l'éducation, quel que soit le niveau. Et donc il y a quelque chose ici qui change ce rapport. Et par extension, on a un deuxième élément qui est le rapport à l'effort cognitif. Qui peut être porteur de sens, qui peut être porteur aussi de créativité. J'insiste souvent, moi, j'ai une formation qui me tend à beaucoup apprécier Vladimir Jankélévitch, qui parlait des vertus de l'ennui. Et du temps où il ne se passe a priori rien, mais c'est l'ennui qui nous fait partir à l'aventure, disait-il. En fait, ce temps où on ne fait rien, c'est un temps qui, humainement, a été historiquement très prolifique. Et est-ce que, justement, on a 2 minutes à perdre, est-ce qu'on ne prend pas notre téléphone, on a un plan à trouver, une recherche à faire, une dissertation du côté étudiant ou un cours côté étudiant. Comment est-ce qu'on se pose, Est-ce que, spontanément, on ne va pas se précipiter sur une machine ? Eh oui. Et puis la dernière chose que ça transforme, c'est aussi notre rapport à l'outil. Et là, par rapport à l'outil, de voir quelle est notre place par rapport à ce dernier. Est-ce qu'on souhaite être finalement dominé par lui, ou est-ce qu'on veut garder quand même la main sur ce qui est dit? Et à ce titre-là, c'est là où je parlais d'un certain nombre de barrières qu'on cherche à mettre en place autour de la qualité de ce que peut produire cette machine qui... Mais ça, il faut être capable de l'évaluer, cette qualité. Alors, aujourd'hui, l'enseignant peut évaluer la qualité de ce que produisent les IA génératives, par exemple. Alors, a priori, dans la pyramide de Bloom, la pyramide des compétences, l'évaluation, c'est la compétence la plus évoluée. Oui. Après même la création. Donc, en fait, évaluer, alors effectivement, c'est quelque chose qui est énormément transformé, mais en soi, actuellement, même si on peut se faire piéger éventuellement par la machine, très majoritairement, c'est pas qualitatif ce que peut produire une intelligence artificielle, parce que les propos ne sont pas situés, ne sont pas nourris de l'expérience, il n'y a pas cette originalité. Et si on fait produire des travaux et qu'on les évalue, produire des travaux moyens, c'est très facile pour la machine, mais le travail excellent, c'est celui qui justement ne va pas être basé sur des choses qui ont déjà été pensées. Et toute la question, ça va être parce que ça, c'est aujourd'hui la capacité d'excellence, elle est chez l'enseignant. Mais j'imagine vous réfléchissez à demain, quand le jeune étudiant deviendra l'enseignant en université, est-ce qu'il aura gardé cette même excellence qui lui permettra d'évaluer correctement les travaux, et les IA vont elles-mêmes énormément progresser. Alors, ça reste du mimétisme, c'est-à-dire qu'elles pourront progresser dans le mimétisme de l'humain. Oui. Et quelque part... ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis pas certain qu'on puisse arriver à un moment où il y aurait quelque chose qui dépasserait en fait cette créativité humaine. Alors peut-être que j'ouvre le débat. Les avis sont... Mais c'est pas impossible par contre que les machines... Que les machines arrivent à produire des résultats qui nous plaisent majoritairement. En fait, une machine, elle s'entraîne à nous plaire. Et en fait, c'est le souci qu'en fait, on a un amphi de 500 étudiants qui nous font tous... Alors, je ne dis pas que c'est le cas, mais s'ils nous faisaient tous un devoir, ils auraient tous, eux, l'impression d'avoir quelque chose qui est plaisant et original. Oui. Mais ça serait la même originalité que leurs voisins, en fait, parce qu'ils s'est nourri par... Et puis, il y a quand même un biais... Comment fait l'enseignant, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais très concrètement, comment fait l'enseignant pour continuer d'enseigner avec la même exigence de qualité à l'ère de l'IA?
Alors c'est là où il y a une transformation qui va être nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut pas... alors moi, je ne cède ni à la panique morale, ni au techno-optimisme. Je pense que c'est un fait. L'IA est ici, elle est présente. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui doit nous amener à repenser nos évaluations pour qu'elles soient justement résilientes à l'IA. Je pense qu'il faut justement travailler avec cet outil-là, se dire, OK, maintenant qu'on l'a dans le paysage, utilisons-le. On a eu des débats, alors qui n'étaient pas aussi passionnés, mais avec l'arrivée de Google, de Wikipédia, Oui. avec... mais si on remonte à Montesquieu ou quand on monte à Montaigne, à l'arrivée du livre, Oui. de l'imprimerie, je veux dire, on a eu des fois aussi des débats sur ces innovations. Donc, comment on fait pour que on ait ces évaluations-là? Donc, il y a des choses qui existent. On peut demander en annexe, justement, les prompts. La qualité des prompts, c'est quelque chose qu'on peut évaluer. D'évaluer justement l'effort maïotique qu'a fait l'étudiant pour arriver à ce résultat-là, plus que d'évaluer le résultat en lui-même. Ouais, intéressant. De dépasser en fait le cadre simple de la restitution de connaissances, qui est encore aussi quelque chose qui là, effectivement, la machine, elle nous dépasse sans aucun souci. Et peut-être d'aller faire de la relation sur des choses qui sont liées, une fois de plus, à un contexte, à une structure, à une expérience. Et puis, nous, on a quelque chose qui est important à faire, c'est à donner de la valeur à la capacité de l'étudiant. Donc l'étudiant, c'est À la capacité de faire sans IA. Ou avec, mais de lui dire qu'il y a de la valeur, en fait, qu'il abandonne pas, qu'il démissionne pas de sa qualité cognitive. Sinon, ça serait très déprimant. Oui. Et c'est au contraire de se dire, par contre, il faut travailler avec, il faut être en capacité de pouvoir se justifier. Et puis, nos étudiants, c'est ce qu'on avait fait une étude auprès de 1000 étudiants environ, là, sur 6 licences, donc des étudiants qui sortent du lycée et qui arrivent en première année. Et on avait été globalement admiratifs de la qualité de l'utilisation de ça. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas des étudiants qui s'en servent pour se débrancher le cerveau, mais on a vraiment des choses qui sont exceptionnelles en termes d'entraînement, de synthèse. Mohamed qui voulait réagir, oui. Et il nous reste 30 secondes. J'interviens en école, Oui. et effectivement, moi, le sujet que j'essaie de pousser auprès des étudiants avec qui peuvent utiliser ces outils d'une manière très ouverte, c'est qu'ils incarnent ce qu'ils font. Et du coup, c'est quoi leur position à eux de ce que ces machines produisent et comment eux sont capables de dire, partager, reproduire ce que cette machine dit indépendamment de la machine. Donc, s'il y a cette dimension d'incarnation, d'engagement dans ce que produit la machine, c'est déjà une première étape, mais on navigue quelque part à vue. Et l'idée serait de continuer à transformer l'éducation. En capacité, dans tous les cas. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages sur cette transformation avec l'intelligence artificielle. Vincent Charlet, je rappelle que vous êtes le délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Mohamed Senadji, fondateur du consortium HumaShift. Et Jérôme Legris-Pagès, vice-président en charge de l'innovation pédagogique à l'Université de Caen Normandie. Je vous invite maintenant à suivre notre séquence sur le biomimétisme.